Bonjour à tous, on va commencer. De nouveau, bienvenue à ce webinaire, cette fois-ci en français, sur cartographier l'accès aux soins de santé, avec l'exemple du Niger en particulier. Je suis Mireille Chagang, je suis en charge des questions de renforcement des capacités, de management des communautés à Blue Square, et donc n'hésitez pas à me contacter directement si vous avez des questions en particulier sur ce qui vous sera présenté aujourd'hui ou bien sur Blue Square de manière générale. Et vous pourrez aussi contacter les speakers du jour. Alors, quelques mots sur Blue Square pour ceux qui ne connaissent pas, mais de manière très brève, peut-être. Sans doute, beaucoup d'entre vous connaissent déjà Blue Square. Donc, Blue Square, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les systèmes d'information de santé, la science des données et l'analyse des données. Et, next slide. Et donc, on intervient dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, celui du financement de la santé, des systèmes d'information géospatiale, c'est l'objet de notre webinaire du jour, du suivi et évaluation, de la gestion logistique, de la science des données pour la santé et tout ce qui est entreposage des données. Next slide. On a également développé des outils in-house en anglais, mais des outils propres, propriétaires, pour justement faciliter la collecte, la gestion, la structuration et la visualisation des données. Donc, on va avoir la suite DHS2, on va avoir Yazo, on va avoir OpenExa, et puis on va avoir aussi notre contribution au développement de l'architecture d'OpenEMIS. Et donc, effectivement, c'est la seconde slide, c'est celle des partenaires avec lesquels nous travaillons qui sont assez variés. Et ensuite, on opère essentiellement dans des pays à faibles et moyens revenus, donc en passant de l'Afrique de l'Ouest à l'Asie. Alors, ce webinaire, c'est encore en anglais, Data in Practice, mais en français, ça donne les données en pratique. Et donc, l'idée, c'est de présenter des approches, des outils qui permettent de faire une meilleure utilisation des données dans le cadre des systèmes géospatiaux et de manière plus générale, d'améliorer la prise de décision en matière de santé publique. Et donc, cette série de webinaires va essentiellement concerner les équipes des données géospatiales, la digitalisation des données géospatiales et des campagnes de santé, et ainsi que l'équipe Data Science à Blue Square. Vous retrouverez cette vidéo ainsi que d'autres vidéos que nous avons faites sur notre compte YouTube, en particulier une vidéo qui pourra vous intéresser, c'est exploiter la puissance des données à travers les tableaux de bord que nous avons réalisés dans le cadre d'une série webinaire avec une ONG qui s'appelle IT for Life. Alors, les intervenants du jour, ils sont trois hommes. Et donc, il y a Yann Forget, qui est expert en données géospatiales chez Blue Square. Également, il y a Ibrahim Moussa, qui est chef division enquête et suivi évaluation auprès de la direction des statistiques au sein du ministère de la Santé au Niger. Et nous avons comme modérateur Stéphane Dress, qui lui est gestionnaire de projet dans l'équipe de digitalisation des données géospatiales. C'est un peu avec d'autres, monsieur carte sanitaire. Donc ici, c'est les objectifs du webinaire et je vais laisser Stéphane prendre la parole. Alors, vous remarquerez qu'il y a quelques mots en anglais qui sont restés. C'est parce qu'on a eu la présentation hier en anglais. Donc, pour ceux qui sont intéressés de partager auprès de leurs collègues qui parlent anglais, n'hésitez pas. Merci beaucoup et bon webinaire. Voilà, bonjour à tous. Donc, juste pour introduire le webinaire, donc ici dans ce module, donc on va parler dans un premier temps donc le ministère de la Santé du Niger et en particulier la direction des statistiques. Donc, vous présentera tout le travail qui a été réalisé sur ce qu'on peut appeler au sens large la carte sanitaire du Niger. Donc, les informations de base sur les structures sanitaires et l'accès aux différents services, équipements, sur le contour des aires sanitaires. Et puis, assez vite, on approfondira la question de l'accessibilité. Donc, comment utiliser toutes ces données et ces informations de la carte sanitaire pour pouvoir identifier là où les besoins en investissement sont les plus importants. Donc, vous apprendrez également donc, comment les données géographiques
de la distribution des populations. Par exemple, les données WorldPop peuvent être utilisées, et comment exploiter les données des formations sanitaires que l'on retrouve dans un DHIS2 national. Donc concrètement, par exemple, si vous me demandez demain de construire une dizaine de centres de santé au Niger, où est-ce qu'il faudrait les construire pour qu'ils soient le plus utiles? Donc c'est la question qu'on va tenter de répondre au cours de ce séminaire. Donc on présentera ici le cas du Niger, mais les concepts, la méthodologie utilisée et les outils présentés peuvent bien sûr être appliqués à n'importe quel pays. Donc, tout de suite, je vais passer la parole à Ibrahim pour démarrer la présentation. Merci. Et bonjour à tous. OK. Donc, le ministère de la Santé publique du Niger, à travers la direction des statistiques et puis par ma voix, Ibrahim Moussa, chef de division enquête et suivi évaluation au niveau de cette direction. Donc, on va vous présenter l'exemple du Niger par rapport à cette question de cartographie de l'accès aux soins. Et donc, la situation de départ, c'est que ça fait des années, il y avait une cartographie, mais elle était éparse, ce qui a sans nul doute contribué à des insuffisances au niveau de la planification et de la gestion, ainsi que de la prise de décision. D'où le ministère, avec l'appui vraiment de Enabel, a mis en place une carte sanitaire qui se veut digitale, interactive et puis dynamique. L'objectif visé à travers cette carte sanitaire, c'est d'améliorer le partage de l'information et la prise de décision à travers deux rôles principaux. Le premier rôle, c'est celui de planification, et à travers la prévision et de l'évolution de l'offre, donc prévoir et susciter l'évolution de l'offre de soins et de rendre accessibles les données. Le deuxième rôle, c'est celui de régulation, satisfaire les besoins de santé de la population, assurer l'équité dans la répartition spatiale des ressources matérielles et humaines, et corriger les déséquilibres intra- et interrégionaux, et puis maîtriser la croissance de l'offre. La démarche méthodologique. Dans un premier point, il y a eu donc la mise en place d'un groupe technique et le recrutement du cabinet. Il faut rappeler que le groupe technique-là, il est composé de différentes directions du ministère de la Santé publique et ainsi que des structures hors ministère de la Santé, comme l'Institut national de la statistique. Ensuite, après la mise en place de ce groupe, il y a eu donc des réunions et il y a eu un état de lieu sur vraiment les partenaires et les différentes bases de données existantes. La deuxième phase, donc le groupe technique étant en place, il aurait fallu procéder à vraiment le renforcement de ses capacités, notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'application développée pour collecter les données qui ne sont pas produites dans les routines et qui se rapportent généralement aux ressources humaines, aux infrastructures, aux coordonnées. Et ces données ont été collectées à travers donc une application développée par le BlueScore et qui fonctionne vraiment sur les cellulaires Android. Et l'application donc nous a permis de collecter les données au niveau des structures de santé, qu'elles soient publiques ou privées. Maintenant, pour ce qui est des structures publiques, c'est les différents agents de ces établissements qui ont procédé à la collecte de données. Maintenant, pour ce qui est des privés, on a dû recourir à des enquêteurs. Donc, c'est eux qui nous ont assuré au niveau du privé. Maintenant, toute cette démarche de collecte de données, le processus a été intégralement mené par la direction des statistiques du ministère de la Santé publique. Quels sont les résultats obtenus? Donc, il y a eu 14 cartes thématiques qui se rapportent notamment, entre autres, aux populations, aux ressources humaines, les équipements, les infrastructures. Et la liste
des structures publiques et privées ont été mises à jour à travers donc, la collecte à laquelle je faisais cas tout à l'heure. Et l'hébergement de la carte sanitaire, il est assuré par Enabel pour 3 ans. Maintenant, notre carte sanitaire, donc, elle est accessible à travers le nom que vous avez donc en bas, carte sanitaire niger.org. Donc, voilà le lien qui nous permet d'accéder à la carte sanitaire du Niger. Yeah. Et donc, ici, nous avons, parmi les résultats obtenus, ici, une représentation de l'accessibilité et de la couverture sanitaire. L'accessibilité, vous voyez, comme vous le voyez à l'écran, nous avons la répartition des populations suivant les rayons par rapport donc, au centre de santé. Donc, chez nous, c'est ça qui nous permet de calculer la couverture sanitaire en bas, c'est-à-dire les populations qui se trouvent à moins de 5 km d'un centre de santé intégré. Donc, c'est ce rapport-là qu'on fait et la situation qu'on vous présente ici est de 52%. Donc, on a encore 48% de la population qui est hors des centres loin des centres de santé. Yeah. Ici, c'est une représentation des 8 régions du pays en fonction de la couverture sanitaire. Donc, le vert là, c'est-à-dire qu'il tend vers les 100%. Et donc, plus ça avance, plus on a moins de couverture. Donc, c'est la présentation où l'aspect de la carte va être dégradé. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les 8 régions du pays en fonction de leur couverture sanitaire. Yeah. Ici, comme résultat obtenu, nous allons tendre vers la modélisation qui est actuellement en train d'être développée avec BlueScore. Ici, nous avons fait une capture d'écran sur un des 72 districts du pays, et c'est notamment le district de Filengue. Ici, l'aspect présenté, c'est l'identification des zones à forte concentration humaine. Et si vous voyez la partie verte, donc c'est les zones qui ont vraiment une concentration de population et au niveau desquelles on pouvait implanter de nouvelles infrastructures sanitaires. Yeah. Ici, donc, nous avons toujours pour les mêmes districts une capture qui nous permet d'identifier les cases de santé qui, si on les transformait en centres de santé intégrés, elles allaient beaucoup contribuer à l'amélioration de la couverture sanitaire. C'est une sorte donc de projection. Toutes ces cases de santé donc, sont des potentiels centres de santé qui pouvaient, une fois transformés en centres de santé intégrés, donc ces cases allaient contribuer à l'amélioration de notre couverture sanitaire. Yeah. Donc, ici, nous avons essayé de schématiser de combiner les deux scénarios. Donc, vous voyez les zones vertes, c'est ce qu'on venait de voir, concentration humaine, et puis on a combiné ça avec les cartes sanitaires qui, en fonction d'un certain nombre de critères, pourraient être transformées en CSI pour augmenter la couverture sanitaire. Yeah. Toujours parmi les principaux résultats obtenus, donc ce que je viens de dire par rapport vraiment à la modélisation, ça fait partie de ce que nous avons appelé la deuxième phase de développement de la carte sanitaire. En rappel, il y a une première version qui a été présentée à l'autorité donc sanitaire du pays, qui a fait donc des observations, et c'est ça qui a conduit au développement donc, de l'actuelle carte sanitaire que nous sommes en train de faire avec BlueScore. Donc, parmi le cahier des charges, il y a donc cette question d'emplacement pour choisir l'emplacement, pour choisir le meilleur endroit pour créer BlueScore et aussi avec l'Institut géographique du Niger. Donc, c'est pour nous permettre d'avoir une harmonie vraiment entre les différentes couches qui permettent de mieux visualiser de façon cartographiée l'offre de soins et les limites qu'on a dans le pays. Et un autre point du cahier des charges, c'est l'amélioration de l'affichage. Là, ce qu'on se pose comme question ou problématique, quand on se met au niveau d'une région,
c'est de savoir quelle information afficher au public. Qu'est-ce que l'utilisateur doit découvrir pour une région? Ce qui est effectivement différent de ce que l'utilisateur peut voir au niveau d'une structure de santé. Si je prends une case de santé, ce n'est pas les mêmes contenus qu'on va lui donner en termes d'affichage qu'un CSI ou un hôpital. Donc, ces questions-là aussi, on est en train de les traiter avec Blue Score pour améliorer, pour rendre, comme on le dit, notre carte plus viviale, l'utilisation plus conviviale. Et un autre point, c'est l'interopérabilité avec le logiciel GRH. Il faut rappeler que cette question des ressources humaines, elle est au centre de préoccupation du ministère de la Santé. Et nous avons donc deux sources, deux bases de données qu'il fallait faire communiquer pour qu'au finish, on retienne une seule solution ou un seul résultat qui pourra être mis à la disposition du public. Donc, c'est ce travail aussi qui est en cours avec Blue Score et un cabinet burkinabé qui a travaillé sur et qui a développé le logiciel GRH pour la gestion des ressources humaines. Et maintenant, l'autre question par rapport à notre carte, c'est qu'il faut aussi rappeler que nous avons une base qui gère les informations sanitaires de routine. C'est le DHIS2. Et ici, ce qu'on veut, c'est que cette carte que nous sommes en train de mettre en place doit puiser le maximum d'informations quand même à partir du DHIS. Donc, c'est ça, cette interopérabilité qui aujourd'hui, elle est garantie. Et c'est ça qui a permis d'aboutir aux données qu'on vous a projetées. C'est vrai, ce ne sont pas les dernières données parce qu'on vous a montré juste une base avec laquelle donc, le cabinet Blue Score a travaillé. C'est une base des données qui date de 2020. Et actuellement, nous sommes sur la base 2021 et la base 2022 qui vient d'être lancée. À l'issue donc de la première présentation et aussi les différentes rencontres que nous avons avec les partenaires, d'autres aussi partenaires techniques et financiers se sont joints à Enabel pour supporter vraiment le développement de la carte sanitaire du Niger. Maintenant, comme toute œuvre, il y a eu toujours des difficultés. Donc, ça n'a pas été toujours facile d'aller jusqu'à la situation actuelle. Et comme difficulté, il y a la question de la qualité des données. Parce que je disais que nous avons une base de données qui est le DHIS2, qui nous rassemble toutes les données de routine. Et c'est ces données de routine, à partir de ces données de routine qu'on alimente la carte sanitaire. Et le défi au niveau de ces données de routine, c'est que ces données doivent être de qualité. Parce qu'on doit produire quand même, on doit mettre à la disposition de l'utilisateur, à la disposition du décideur, des données qui lui permettent de prendre vraiment des décisions idoines pour solutionner les problèmes de santé. Et je viens de parler de ça, le deuxième point qui est vraiment les données à afficher. Ça, je pense que je peux passer là-dessus. Il suffit de voir donc à notre niveau qu'est-ce qu'on veut voir par niveau de la pyramide sanitaire en termes d'affichage et qui va être plus utile à l'utilisateur. Maintenant, il y a la mise à jour régulière de l'information. Ce qui joint cette question de qualité. Non seulement on veut que ça soit de qualité, mais une des questions, un autre angle de qualité, c'est la question de données à jour. Parce qu'il ne faut pas qu'on mette à la disposition des utilisateurs ou celui qui fait les planifications ou du décideur des données dépassées. Donc, il faut de temps à autre, effectivement, que cette carte soit actualisée à travers donc, les données qu'elle contient. La préoccupation aussi, c'était cette question de contrôle qu'on a évoquée un peu plus haut. Et actuellement, nous sommes toujours en train de travailler avec Blue Score et puis l'Institut géographique du Niger. Maintenant, autre difficulté, c'était ces questions de mesures COVID qui avaient restreint vraiment certains mouvements, certains rassemblements, mais ça a impacté quand même sur la durée du développement de cette carte sanitaire du Niger. Maintenant, comme leçon tirée, c'est que le développement harmonieux de la carte, là, il a besoin vraiment d'un consensus.
une concertation intra- et intersectorielle. Et ça, là, nous y travaillons là-dessus. La carte sanitaire, une fois qu'elle sera finie, une fois donc qu'elle sera mise à la disposition et que tout le processus est affiné, elle doit être supportée par un acte administratif, c'est-à-dire un acte réglementaire du moins et législatif, qui doit la rendre opposable. Parce que les défis sur lesquels on veut agir, c'est l'implantation, peut-être, je dirais, anarchique ou inappropriée des structures de santé. Maintenant, si on a un organe ou un texte qui cadre l'implantation de nouvelles infrastructures, on pense que ça pourrait nous aider à améliorer vraiment tout ce qu'on a dit comme rôle de la carte sanitaire. Elle doit vraiment jouer ces deux principaux rôles. En conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que le processus auquel nous avons abouti à cette date, vraiment, il a été laborieux. Et franchement, c'était tout un consensus, que ce soit au niveau des partenaires, au niveau des autres directions, au sein même du ministère. Vraiment, ça nous a permis d'avancer sur le développement de la carte sanitaire. Il y a eu l'implication de beaucoup de parties prenantes, et ce qui nécessite à notre entendement la création d'un organe institutionnel qui doit piloter l'évolution de la carte. L'évolution de la carte, parce que c'est vrai, jusqu'à cette date, si on dit que nous avons une carte sanitaire, elle permet de combler un vide, mais ne doit pas s'arrêter là. Donc, on doit continuer à la mettre à jour pour qu'elle puisse s'adapter à de nouveaux besoins qui peuvent éventuellement se créer. Et il y a cette question des données actualisées, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est aussi un grand défi parce que je dis que la carte sanitaire doit être à jour et elle doit fournir de l'information fraîche pour les meilleures prises de décision. Maintenant, elle doit jouer son rôle. Elle doit donc jouer son rôle, ou ces deux rôles qu'on a dit, de régulation et de planification, pour permettre une utilisation optimale des ressources et les meilleures prises de décision pour solutionner les problèmes de santé. Je pense que voilà, là, je suis à la fin de la présentation et je vous remercie. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci beaucoup. Présentation très claire sur l'approche, la vision de la direction de la statistique et surtout son expérience. Donc moi, bonjour à tous, hein, merci d'être là. Yann Forger de Bull Square. Et donc moi aussi, je voulais vous parler de la cartographie de l'accessibilité aux soins de santé. Ce dont je voulais vous parler particulièrement, c'est pas seulement de ce que nous, on fait à Bull Square, mais d'une manière plus générale, comment on calcule ces métriques d'accessibilité aux soins de santé, quelles données on utilise, de quelles données on a besoin, mais surtout construire un peu une intuition de quel est l'impact que peut avoir un manque de qualité dans les données d'entrée sur les résultats et sur les décisions qu'on peut prendre par la suite à partir de ces résultats. Donc, quand je parle d'accessibilité aux soins de santé, comme Ibrahim l'a introduit, on parle ici d'accessibilité physique, donc de la distance physique entre un point de service, donc un centre de santé ou une case de santé, et un utilisateur, puisque ça a un impact assez large hein, sur le coût du déplacement par la suite et la probabilité pour le patient d'aller effectivement rechercher un soin. Donc nous, notre approche à Bull Square, elle peut se diviser en 5 étapes. La première étape, c'est de définir le problème qu'on a en termes d'accessibilité aux soins de santé. Donc Ibrahim a commencé un peu à introduire ça. Deuxième étape, choisir la métrique, donc essayer de venir avec une métrique concrète qui va nous permettre ensuite, donc on va pouvoir calculer et qui va nous permettre ensuite de pouvoir prendre des décisions. Ensuite, il s'agit d'identifier les jeux de données dont on a besoin en entrée. Donc on va en parler un peu après. Ensuite, bien sûr, toute l'étape de modélisation spatiale en elle-même. Et puis finalement, l'interprétation des résultats. Donc, quand on parle d'accessibilité aux soins de santé, généralement, les problèmes peuvent se diviser en 2 catégories principales. Ici, j'utilise le mot de suivi, en anglais plutôt monitoring. Ibrahim a parlé de régulation, donc c'est essayer de sortir des statistiques de manière assez régulière sur le territoire en matière d'accessibilité.
pour suivre un peu l'état et la performance du réseau de santé. Puis ensuite, on a une problématique d'optimisation de l'allocation des ressources vis-à-vis, par exemple, la création de l'identification de zones optimales pour l'implantation de nouvelles infrastructures de santé. Donc, comme l'a précisé Ibrahim, l'identification de formations sanitaires qui pourraient être potentiellement améliorées ou reclassées, par exemple le reclassement d'une case de santé en centre de santé intégré. Donc ici, on va prendre l'exemple du Niger. Donc, comme l'a commencé à introduire Ibrahim, on va parler de deux types de formations sanitaires principalement. Au Niger, on parle de centre de santé intégré et puis des plus petites cases de santé. Donc les questions principales étaient quelles étaient les cases de santé qui pouvaient être potentiellement reconverties en centre de santé intégré afin de maximiser la population couverte, et également où est-ce qu'on pourrait potentiellement installer de nouveaux centres de santé intégrés. Donc essayer d'identifier ces zones optimales pour l'installation de nouveaux centres de santé intégrés. Donc la direction de la statistique est venue avec quelques règles que encore une fois, Ibrahim a commencé à introduire. Donc, pour qu'une population soit considérée comme couverte par un centre de santé intégré, on a un seuil de distance de 5 km. Et puis, on a bien sûr un critère qui est de ne pas construire de nouveaux centres de santé intégrés à moins de 15 km d'un centre de santé existant. Donc, pour résumer, voilà, on a deux questions. Donc, la première, c'est quelles sont les cases de santé qui devraient être potentiellement reconverties en centre de santé intégré. Donc, ce qui signifie concrètement en termes de métriques qu'on doit calculer pour chaque case de santé combien de personnes seraient potentiellement couvertes par une reconversion. Et la seconde question, c'est où est-ce qu'on pourrait installer ces nouveaux centres de santé intégrés, sans considérer les cases de santé existantes. Et donc ici, c'est un peu plus complexe puisque pour chaque point dans l'espace, on doit calculer la population potentielle qui serait couverte par l'implantation d'un nouveau centre de santé. Donc, en entrée, pour mener cette analyse, on a besoin de deux types de données, principalement. Donc, le premier type de données, c'est bien sûr la localisation des formations sanitaires, donc la localisation des centres de santé et la localisation des cases de santé. Et ensuite, on a besoin d'une carte de la distribution de la population. Donc, ces données de population, elles peuvent être collectées sous plusieurs formes que je vais introduire par la suite. Donc, au Niger, comme l'a introduit Ibrahim, on a fait tout un travail sur la carte sanitaire et on est parvenu à ce genre de carte. Donc ici, en rouge, on peut voir les cases de santé et en vert, les centres de santé intégrés sur l'ensemble du territoire du Niger. Et donc, bien sûr, si on a des erreurs dans les données, si par exemple, il y a des données manquantes en termes de centres de santé, ça va mener au cours de l'analyse à une sous-estimation de l'accessibilité, à une sous-estimation de la population couverte. Donc, c'est pour ça que ce qu'on dit souvent ici à Blue Square, c'est que la première étape d'une analyse d'accessibilité, c'est d'avoir un géoregistre maintenu et avec une bonne qualité de données. Donc, en termes de données de population, on a plusieurs solutions. La première, c'est d'avoir un fichier de recensement géoréférencé, comme on peut le voir ici, avec chaque point de données qui possède une information de géolocalisation, longitude, latitude, ce qui permet de mettre ces points de données sur une carte, comme par exemple ici, où chaque point rouge est en fait un point de données dans le fichier de recensement, avec associé un dénombrement de population. Donc, ça permet de mettre tout ça dans l'espace. Mais si on ne dispose pas de ce genre de données, ou alors si ces données-là ne sont pas à jour, on peut aussi utiliser des jeux de données open access, donc libre d'accès, comme WorldPop par exemple. Donc, ce genre de jeu de données, ce qui est intéressant avec ce genre de jeu de données, c'est qu'ils sont basés sur des données officielles d'abord. Donc, la source de données principale, ce sont les derniers fichiers de recensement disponibles à l'échelle nationale. Donc, à partir de là, l'équipe de modélisation de WorldPop va distribuer le dénombrement de population au sein de chaque district, au sein de chaque subdivision administrative, en fonction de différents facteurs géographiques comme la distance aux routes, l'occupation du sol, etc., ce genre de choses. Et donc, ça permet de récolter ce genre de données. Donc ici, pour chaque point dans l'espace, on a l'information du dénombrement de population qui est prédit. On a aussi, dans le cadre des données WorldPop, un autre type de données qui est appelé le jeu de données contraint, où là, les
dénombrements de population sont uniquement distribués dans les espaces qui ont été détectés comme bâtis. Donc, ce sont des jeux de données, ce sont des cartes d'extension urbaine issues de l'analyse d'images satellites qui sont utilisées. Et donc, les dénombrements de population sont uniquement distribués dans les espaces qui ont été détectés comme bâtis, puisque généralement, la population est localisée dans des espaces bâtis. Donc, bien sûr, ça sous-entend que cette détection des espaces bâtis a été efficace. Ce qui est parfois un peu compliqué, notamment quand les bâtiments ont été construits avec des matériaux qui sont issus qui sont composés des mêmes matières que l'environnement naturel. Et donc là encore, si on a des problèmes dans ces données d'entrée de population, ça va poser des problèmes dans les résultats. Donc typiquement, s'il y a des zones qui n'ont pas été détectées comme bâties, par exemple, donc là, ça va être des populations potentiellement vulnérables qui ne vont pas être prises en compte dans le calcul des métriques de l'accessibilité. Donc ça veut dire qu'on va avoir une accessibilité qui va être surestimée et une population couverte qui va être surestimée. Donc ça peut être un gros problème. Donc c'est bien d'avoir conscience un peu de tous ces problèmes qu'on peut rencontrer dans les données d'entrée pour le prendre en compte quand on prend des décisions à partir des résultats produits. Donc là encore, hein, comme je viens de l'expliquer, la deuxième étape d'une analyse d'accessibilité réussie, ça va être de vraiment avoir des cartes de population qui sont précises et à jour. Donc après seulement, on peut commencer à parler de modélisation spatiale. Et donc ce processus de modélisation spatiale, il va consister principalement à croiser ces deux types de données d'entrée. Donc ici, on peut voir dans un premier temps, alors on a 4 centres de santé intégrés ici. Et on a les zones tampons correspondantes 5 km et 15 km. Donc, zone de 5 km correspond à la population desservie par le centre de santé intégré. Zone de 15 km correspond à la zone à l'intérieur de laquelle on ne souhaite pas construire de nouveaux centres de santé intégrés ou on ne souhaite pas convertir de cases de santé en centres de santé intégrés. Encore une fois, si on utilise un jeu de données de population différent, donc juste avant, on avait un jeu de données de population issu des données de recensement. Si on a un jeu de données de population issu des données WorkPop, donc forcément, on aura des résultats différents en termes d'accessibilité derrière. Donc ça aussi, ça à prendre en compte, d'avoir une bonne intuition de quelles données on a utilisées et quel impact ça peut avoir sur les résultats qui sont produits par la suite. Donc, pour en revenir aux questions qu'on se pose au Niger, donc on avait une première métrique qu'on souhaitait calculer pour chaque case de santé. Combien de personnes pourraient potentiellement être couvertes si on la reconvertissait en centre de santé intégré? Donc ça va être un processus assez simple finalement, une fois qu'on a toutes ces données, une fois qu'on a toutes ces zones tampons. Donc là, on a l'exemple de 2 cases de santé qui seraient localisées ici avec des points noirs. Donc on a une zone de couverture potentielle ici en rouge de 5 km qui correspondrait à la zone de couverture de la case de santé si elle était reconvertie en centre de santé. Donc là, il s'agit uniquement de compter la population qui est comprise à l'intérieur de ce cercle pour avoir une idée de la population, de la population qui serait couverte alors qu'elle n'était pas auparavant. Donc ça, c'est une première métrique qu'on peut calculer assez facilement. Et si on le fait pour chaque case de santé, on va commencer à avoir une bonne idée de quelle case de santé il serait potentiellement intéressant de convertir en centre de santé intégré. Alors bien sûr, ça va permettre aussi d'éliminer automatiquement toutes les cases de santé qui sont comprises à l'intérieur du cercle de 15 km autour d'un centre de santé intégré. Alors la deuxième question va être un peu plus complexe, puisque là c'est une question d'optimisation. Donc c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est essayer d'identifier des zones où il serait intéressant d'installer de nouveaux centres de santé intégrés, sans prendre en compte les cases de santé existantes, au travers d'un critère de population couverte. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut calculer avec les données qu'on a, c'est-à-dire les données de centres de santé, de formation sanitaire et de population. Donc ici, on peut voir une carte, donc c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais pour chaque point dans l'espace, donc en fait, étant donné que c'est une image pour chaque pixel, on va avoir l'information de combien de populations seraient couvertes si on installait le centre de santé intégré dans cet endroit précis. Donc ici, plus la couleur est claire, et plus la population potentiellement couverte par le centre de santé serait importante. Bien sûr, on veut exclure toutes les zones qui sont à 15 km d'un centre de santé existant. Et à la fin, ça permet d'identifier des zones. Donc ici, on peut voir la zone en rouge
sur la droite de la carte. Si on implantait un centre de santé intégré à l'intérieur de cette zone, on pourrait potentiellement couvrir 6000 personnes qui n'étaient pas couvertes auparavant. C'est ce genre d'informations qu'on peut récupérer. Donc ici, par exemple, ça correspond à la couverture de petites zones urbaines qui n'étaient pas couvertes. Donc ici, une zone urbaine avec 4000 habitants tout de même, et d'autres plus petites zones urbaines de 800-900 habitants qui sont inclus dans les jeux de données WorldPop. Mais l'étape suivante, c'est de pouvoir réaliser cette modélisation spatiale de manière automatique et en routine, puisqu'on a la possibilité d'utiliser l'instance DHIS2 maintenue par le ministère de la Santé au Niger pour récupérer des données à jour sur la localisation des centres de santé intégrés, des cases de santé. On a aussi la possibilité de se connecter directement à WorldPop pour télécharger toutes ces données de population de manière automatique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre du projet Carte sanitaire Niger, c'était de créer un outil qui permette de faire tout ce processus-là de manière automatique pour pouvoir pour pouvoir produire ces résultats de manière simple et surtout de manière fréquente. Donc voilà à quoi ressemble l'outil. Donc c'est un outil assez simple. Finalement, c'est juste une interface graphique à un script que je vais démontrer rapidement ici. Donc, je vais mettre à jour l'écran que je partage. Voilà. Voilà, donc vous pouvez voir à quoi ressemble l'outil. Donc la plupart des paramètres finalement sont des paramètres qui sont propres au pays. Donc ici, les paramètres par défaut sont relatifs au Niger parce que l'outil a été développé pour le Niger, mais potentiellement pourrait être utilisé, cette même approche et ce même outil pourrait être utilisé pour d'autres pays. Donc il s'agit juste de renseigner un dossier de sortie. Voilà. Et ensuite, on peut renseigner à l'outil un lien vers une instance DHIS2, renseigner aussi nos crédentiels vers l'instance DHIS2 pour que l'outil puisse automatiquement récupérer toutes les informations de localisation des centres de santé et des cases de santé. Dans le cas du Niger, il s'agit de cases de santé et de centres de santé, mais ça pourrait être aussi autre chose. Ça, on a la possibilité de le configurer ici à travers l'utilisation on peut spécifier les groupes DHIS2, l'identifiant de groupe DHIS2 qu'on souhaite considérer comme centre de santé ou case de santé. Même chose pour la population, on peut choisir d'uploader un fichier Excel avec des résultats de dénombrement de population, avec des colonnes spécifiant où est-ce qu'on peut trouver l'information de latitude, de longitude, etc. Et si on n'a pas ce fichier-là, on peut aussi utiliser directement les données WorldPop. Alors l'outil permet de choisir, par exemple, si on veut utiliser les données contraintes ou non contraintes, ce genre de choses. Ensuite, bien sûr, il y a tout un tas de paramètres relatifs à la modélisation spatiale, par exemple, à partir de quelle distance on considère qu'une population est desservie ou non, quelle est la distance autour d'un centre de santé qu'on ne souhaite pas considérer pour l'implantation d'un nouveau CSI, ce genre de choses. Alors après, ça va cliquer sur ça. Bon, le processus prend un peu de temps, peut-être une dizaine, une vingtaine de minutes, donc je ne vais pas le lancer maintenant. Mais les résultats sont déjà produits, je vais les montrer tout de suite. Donc, il y a tout un tas de fichiers qui sont produits, bien sûr. Hein. Ces fichiers peuvent être explorés soit dans Excel directement pour les tables, hein, mais pour les résultats géographiques, peuvent être ouverts dans un logiciel SIG comme QGIS ici. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir accès à tout un tas de résultats, notamment la liste des cases de santé qui serait intéressant de convertir en centre de santé intégré. Donc, on peut voir ici chaque case de santé avec à côté le nombre d'endroits de population qui seraient potentiellement couverts par une reconversion. Ici, on peut voir qu'on a affaire à une case de santé qui est effectivement hors de l'aire d'influence des centres de santé existants et qui toucherait potentiellement un certain nombre de populations, donc 13 000 personnes, puisqu'effectivement, on a des zones urbaines ici qui ne sont pas encore couvertes par aucun centre de santé intégré.
comme on peut le voir ici. On doit avoir un certain nombre de petites zones urbaines comme ça dans cette zone ici. Donc, on a ça pour toutes les cases de santé du territoire, et puis on a la même chose pour les zones à l'intérieur desquelles il serait potentiellement intéressant d'implanter des centres de santé. Par exemple, ici, on a une zone, toute une zone. Si on implantait un centre de santé ici, on pourrait potentiellement toucher 9000 personnes qui ne sont pas couvertes aujourd'hui par des centres de santé existants. Pour essayer de comprendre un peu, hein, on peut essayer d'explorer les données de population. Déjà, vérifier est-ce que les données de population sont bonnes, hein, parce qu'il peut y avoir des erreurs. Ici, dans ce cas précis, on peut voir qu'effectivement, il y a une zone urbaine et qu'il y a des personnes qui ne sont aujourd'hui pas couvertes par les centres de santé et qui serait potentiellement intéressant d'implanter un nouveau centre de santé ici. C'est ce genre de données qui sont produites par l'outil. Bien sûr, ici, je l'ai montré dans un logiciel SIG, mais il y a aussi moyen d'explorer ces résultats sous forme de table dans Excel qui ressemblerait à ça, avec pour chaque case de santé, la population potentielle couverte et puis la distance au centre de santé le plus proche. Donc, juste pour conclure la présentation, alors bien sûr, là, on parle d'accessibilité. Le problème, c'est que quand les gens se déplacent, ce qui se compte, ce n'est pas seulement la distance, mais c'est le temps. C'est la notion de temps de trajet, donc, qui n'est pas prise en compte pour le moment dans toute la modélisation spatiale que je vous ai présentée. Et là encore, c'est quelque chose qui se fait, donc c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi à BooSquare. Alors, pour créer des temps de trajet, alors bien sûr, on va avoir des métriques qui vont être plus précises, puisqu'on va prendre en compte le fait qu'on se déplace plus vite sur une route que dans une montagne, hein, tout simplement. On va prendre en compte aussi la différence qu'il peut y avoir dans le paysage en termes d'occupation du sol, de topographie, etc. Mais le problème, c'est qu'on va avoir besoin de beaucoup plus de données pour créer ces cartes de temps de trajet, pour exprimer cette accessibilité en minutes ou en heures, par exemple, au lieu de l'exprimer en kilomètres et en mètres. On va avoir besoin d'informations sur le réseau routier, sur l'occupation du sol, les forêts, les rivières, les lacs, la topographie, la pente, etc. Et bien sûr, toujours avoir des bonnes données de localisation des formations sanitaires et de population. Donc, en ce moment, à BooSquare, on essaye de travailler sur l'adaptation d'un outil qui s'appelle AccessMod, qui est un outil très puissant qui permet de créer ces cartes de temps de trajet, mais de manière un peu compliquée. Ça prend beaucoup de temps, ça peut prendre plusieurs jours de préparer toutes ces données, de les télécharger, de savoir où les trouver déjà, et puis de les pré-traiter pour qu'elles soient acceptées par le modèle. Donc nous, ce qu'on essaie de faire à BooSquare cette année, en partenariat, c'est un projet qui est financé par l'Organisation mondiale de la santé. C'est de créer une application web pour cet outil afin de rendre son utilisation beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on aurait juste à se connecter à l'application et pour un pays donné, donc ici c'est le Burkina Faso qui est sélectionné, mais on pourrait sélectionner le Niger, automatiquement l'application web se chargerait de télécharger toutes les données nécessaires, donc occupation du sol, topographie, réseau routier, rivière, etc. et de produire ces résultats d'accessibilité en termes de temps de trajet. Bien sûr, toujours la possibilité d'utiliser ses propres données si on le souhaite, hein, ne pas utiliser les sources de données recommandées par l'application. Voilà pour moi, c'est tout, c'est la fin de la présentation. Merci beaucoup de m'avoir écouté et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions dans la section Q&A de Zoom s'il y a des choses qui n'ont pas été claires pendant nos deux présentations ou des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on aille un peu plus loin. Voilà. Merci à tous. Merci Yann pour la présentation. Donc, je vois qu'on a déjà 2 questions dans le chat. Donc, on va tout de suite commencer par la première qui a été posée par Adama Yameogo. Donc, selon votre expérience, quels sont les facteurs à prendre en compte pour réussir une bonne collecte de données géospatiales dans le contexte du Niger? Donc, je ne sais pas si peut-être la direction des statistiques du Niger
souhaitent répondre sur leur retour d'expérience, ou sinon Yann, si tu souhaites donner un feedback, mais je propose de laisser d'abord la parole à Ibrahim. Et bonjour. Bonjour. Et donc, par rapport à cette question des conditions, je pense que chez nous, d'abord, il a fallu l'engagement vraiment de l'autorité supérieure. Il y a un fort engagement et il y a eu la disponibilité des partenaires qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre de cette activité. Et de manière pratique, vraiment, il y a eu une grande mobilisation, une sensibilisation de sorte que ce soit les structures publiques ou privées, ont contribué à vraiment cette collecte pour qu'on aboutisse à une carte sanitaire qui, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'elle répond à certains besoins déjà exprimés. Donc, voilà ce que moi, je peux dire par rapport à ça. Vous pouvez me compléter. On a travaillé ensemble, je crois qu'on a marché jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous pouvez me compléter. Merci. Merci, Ibrahim. Donc, peut-être juste pour compléter, effectivement, moi, je pense qu'il y a également l'importance d'avoir des bons contours parce que souvent, on a l'affiliation administrative d'un centre de santé, donc on sait qu'il est dans telle aire de santé ou dans tel district, mais avoir du coup des bons contours permet déjà d'aller vérifier que le GPS qu'on collecte sur le terrain tombe bien dans la bonne zone de santé. Ce qu'on a pu, avec les données de base, remarquer qu'effectivement, on avait certains centres de santé qui étaient censés appartenir à une zone A qui se retrouvent dans une zone B. Donc, à ce moment-là, on ne sait pas si c'est le contour géographique qui est mal défini ou si c'est effectivement la coordonnée GPS du centre de santé qui est mal localisée. Et donc, ça a évidemment un impact très important sur toute la modélisation derrière. Donc, tout de suite, il y a une deuxième question, peut-être que je vais poser à Yann, de Samia Laokri, donc qui remercie pour les présentations et qui se demandait dans quelle mesure l'outil la question vient de disparaître. Stéphane, c'était la question de Adama que j'ai élaguée parce qu'elle avait déjà été répondue. Ah oui, pardon. Oui, et donc elle a monté aussi. Qui se demandait dans quelle mesure l'outil pourrait aider à planifier l'offre pour couvrir les populations déplacées ou les populations cibles pour certains services. Oui, donc là, la question, ça va être de quelles données de population on dispose exactement dans un premier temps. Alors, la question des populations déplacées, c'est une question qui est très compliquée à gérer, qui est, à ma connaissance, pas prise en compte du tout dans les données WorldPop. Il y a beaucoup d'initiatives pour réussir à obtenir des jeux de données de population plus précis sur ces populations déplacées. Je sais que WorldPop y travaille. Ils ont notamment une approche, ils ont deux types d'approches pour créer des cartes de population. Ils ont une approche qu'ils appellent top-down et une approche qu'ils appellent bottom-up. Dans l'approche top-down, on va utiliser les données de recensement à l'échelle d'une province, par exemple. Disons, OK, on sait qu'on a 500 000 personnes qui vivent dans cette province, d'après le dernier recensement. Et ce que WorldPop va faire, c'est qu'il va distribuer ces 500 000 personnes sur le territoire, sur la province, en fonction de critères géographiques. Il y a une autre approche qu'ils essayent de mener ces dernières années, qui est de ne pas vraiment utiliser ces données de recensement, mais plutôt d'essayer de créer un modèle qui soit capable de prédire quelle est la population présente sur une partie du territoire en fonction des caractéristiques géographiques de ce territoire. Par exemple, d'essayer de collecter un maximum d'informations géographiques sur le bâti, sur les caractéristiques de ce bâti, sur quel type de région on est, si on est loin d'une ville, etc. Et d'essayer de prédire quel est le nombre de personnes qui vivent ici en fonction de tout ça. C'est ce genre d'approche qui pourrait potentiellement résoudre une partie du problème. Mais après, le problème, c'est qu'il y a encore besoin de récupérer beaucoup de données sur ces populations déplacées et surtout, il y a besoin de collecter davantage de données lors des campagnes de santé et lors des campagnes de collecte. Il y a besoin d'avoir un processus un peu plus automatique de collecter cette information qui serait
par exemple collecté sous la forme de est-ce que depuis combien de temps vous habitez ici, d'où venez-vous, quand êtes-vous parti, pourquoi, etc. Donc ces données devraient être collectées, qu'on puisse après les utiliser dans le cadre d'analyse d'accessibilité. Et c'est effectivement très important puisque ces populations déplacées font partie des populations potentiellement les plus vulnérables. Et elles le deviennent encore plus quand elles ne sont pas présentes sur les cartes qu'on utilise potentiellement pour prendre des décisions. Ensuite, pour ce qui s'agit des populations cibles, pour certains services, par exemple pour des services de maternité, là, par contre, WordPop propose des résultats de modélisation qui permet de distinguer entre différentes parties de la population, par exemple en fonction du genre ou en fonction de l'âge, ce genre de choses. Voilà, exactement l'âge. On a quand même un moyen de modéliser ça. Ce qui n'est pas pris en compte par l'outil pour le moment, effectivement. Ouais. Par contre, les données existent parce qu'on sait effectivement pour chaque case ou centre de santé, est-ce qu'ils offrent tel ou tel service. Donc, il y aurait effectivement une possibilité d'améliorer cet outil pour voilà, les prendre en compte, mais ce n'est pas prévu pour l'instant. Merci Yann. Il y a effectivement une autre question ici qui dit qu'on parle de décideurs. Donc, effectivement, une fois qu'on a créé la carte, qui dit il faudrait créer un centre de santé là ou là. Qui sont les cibles? Donc, effectivement, pour le cas du Niger, on est en discussion donc, avec le ministère de la Santé. Et donc, c'est à eux d'aller... Enfin, peut-être, Ibrahim, peut-être tu peux compléter, mais donc, une fois que vous avez identifié les centres à convertir, quels sont vos interlocuteurs et comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez le pouvoir, on va dire, de décider directement ou est-ce que c'est en négociation? Donc, voilà, merci pour votre retour d'expérience. Ok, merci. Ce que je peux augmenter par rapport donc, à vous, c'est qu'il faut rappeler qu'au Niger, nous avons ce que nous appelons le plan de développement sanitaire. Et dans le plan de développement sanitaire, nous avons une certaine projection pour dire que d'ici les 5 ans, généralement nous le faisons sur 5 ans, voilà, si la couverture est de 50%, nous voudrions qu'elle aille à 60% par exemple dans les 5 ans. Donc, ce qui fait qu'on doit, à partir de ce plan, pouvoir identifier les zones pour lesquelles, quand on aura implanté les nouveaux centres de santé ou bien la transformation, pour que ça puisse nous amener donc aux 60%. Mais ce qui n'est pas en fait le cas, parce que l'expérience nous a montré que, par exemple, pour un de nos plans sanitaires, il y avait une centaine de structures construites, mais qui n'ont contribué qu'à peine à 1% à rehausser la couverture sanitaire. Donc, ce qui fait qu'avec cette carte sanitaire, si on arrive à l'affiner comme ça s'y doit, nous pensons que ça doit guider, ça doit orienter à cette implantation. Et les décideurs, c'est vraiment notre ministère, c'est notre gouvernement, c'est tout un tas de monde parce que nous avons un cadre de concertation qui regroupe les partenaires, les autorités. Donc, cela veut dire que si on leur présente cet outil, cela leur permet de prendre vraiment des décisions pour dire que voilà, là où on doit implanter les infrastructures et qu'elles faut transformer en CSI pour augmenter notre couverture sanitaire. Voilà quelques éléments que je pouvais dire en tant que décideur. Vraiment, nous avons un cadre qui regroupe pas mal de profils. Décideurs, vraiment, c'est par exemple notre Conseil national de santé, le Conseil technique de santé, ça, c'est des instances. Et nous avons des questions d'autres cadres en dehors de ça qui regroupent les agents de santé, les partenaires techniques et financiers, les autorités, donc qui nous permettent vraiment de nous entendre ou de discuter sur les questions de santé. Voilà les quelques éléments que je peux augmenter. Merci. Voilà, je vois qu'il est tout doucement l'heure, donc on va peut-être prendre une dernière question. Je vois dans qui a été posée dans le chat. Est-ce que les différentes régions et départements ont la main pour faire des doléances sur les équipements ou autres améliorations dont ils ont besoin pour leur centre hospitalier? Donc ici, ça sort peut-être un tout petit peu du contexte de vraiment l'accessibilité. Mais donc c'était une question de Laoua Ali.
Peut-être Ibrahim, je ne sais pas si tu souhaites répondre à cette question. Je regarde, je ne vois pas la question. Oui, elle est dans le chat. Oui, j'ai ouvert le chat. À 16h54. Est-ce que les différentes régions, les départements ont la main pour faire le doléance sur les équipements ou autres améliorations dont ont besoin les centres hospitaliers? Bon, ce que ici, on peut dire par rapport vraiment à cette question des cartes sanitaires, je disais que nous avons le DHIS. Et le DHIS, lui, il est implanté jusqu'au niveau CSI. Donc, que ce soit CSI, que ce soit les structures sanitaires privées, que ce soit les hôpitaux. Donc, chacun a accès à DHIS et à des formulaires qui sont donc prévus pour collecter les données. Maintenant, si c'est des questions d'équipement, je pense qu'en analysant le contenu, on se rendra compte que voilà, cette structure est en manque d'équipement ou telle région est en manque d'équipement. Et ce qui vient combler cette carte sanitaire qui permet, si on arrive à afficher effectivement la disponibilité de ces équipements, cela permet de voir quelle région a un trop et quelle région a un moins. Et ça permet de faire, comme on le dit, l'équilibre, que ce soit donc les équipements techniques ou bien les équipements comme la logistique, les ambulances. Tout ça là, on est censé, à partir de la carte sanitaire, savoir vraiment dans quelle région on en a des trop et dans l'autre région, on en a peu. Ça permet vraiment de faire l'équilibre. Voilà les éléments que je peux avancer par rapport vraiment à cette question. Merci. Voilà, et peut-être en question de conclusion, donc je vais poser une question à Yann. Si demain, un autre pays souhaite utiliser l'outil, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Et aussi en termes d'installation, de licence, est-ce que l'outil est open source? Voilà, donc si un pays autre que le Niger souhaite utiliser l'outil, est-ce que c'est possible? Alors oui, l'outil est open source. C'est vrai qu'on n'a pas testé le lien, mais il est disponible sur la page GitHub de Blue Square, avec toute la documentation, etc. etc. Ensuite, en termes d'adaptation, je ne pense pas que l'outil aurait besoin de beaucoup d'adaptation. Il y aurait la nécessité bien sûr d'avoir des crédentiels DHIS2 si on souhaite connecter l'outil à une instance DHIS2. Mais encore une fois, on n'est pas obligé. On peut juste uploader des fichiers géospatiaux de manière manuelle si on n'a pas d'accès à une instance DHIS2. Bon, il y aura quand même la question de changer certaines règles comme les distances considérées les distances considérées par défaut pour considérer une population comme desservie, ce genre de choses qui devront être propres au pays. Et bien sûr, ce concept de centre de santé intégré, case de santé, qui devra être traduit pour être pertinent dans le cadre du pays, quoi. Donc, il y a certainement ce genre d'adaptation à mener, mais dans l'absolu, c'est un outil qui fonctionne qui n'est pas propre, qui n'a pas été développé pour être bloqué en termes d'utilisation sur le cas du Niger. On a essayé de garder ça assez général. Voilà, ça peut répondre à la question. Merci Yann. Donc peut-être, voilà, donc j'aimerais bien en tout cas remercier tous les participants pour leur présence. J'espère que vous aurez appris voilà, des nouvelles méthodes et que vous comprenez un peu mieux maintenant comment fonctionne une étude d'accessibilité. Je remercie également la DS pour sa participation. Je ne sais pas si peut-être la DS souhaite dire un mot de la fin également. Comment? Au niveau de la direction des statistiques, donc Ibrahim, est-ce que vous souhaitez dire un petit mot de conclusion? OK. Bonsoir. Donc, par rapport au développement de la carte sanitaire, ce qu'on peut dire avec le tout premier résultat auquel on a abouti,
et que c'est un outil d'avenir et que nous pensons qu'il va être adaptable, qui va nous permettre vraiment d'être à jour par rapport à notre couverture sanitaire. Donc, vraiment, c'est un de nos chevaux de bataille, comme on le dit, pour aller vers la couverture santé universelle. Il faudrait que les centres soient proches de la population pour qu'on puisse atteindre l'objectif ultime. Et avec ce qu'on a comme résultat aujourd'hui, nous pouvons dire que vraiment, c'est du bon travail qui a été abattu, mais qu'on continue l'amélioration parce que ce n'est pas encore parfait, ce n'est pas fini, il est en cours, donc il y a toujours des améliorations qu'on peut lui apporter. Et les remerciements vraiment à l'engagement qu'on a eu du côté de l'État, le gouvernement qui nous a tracé les lignes de conduite, et on a eu l'accompagnement des partenaires qui vraiment soutiennent chaque fois l'État dans l'amélioration de la santé de la population, et aussi le choix qui a été porté sur le cabinet Blue Score qui a vraiment pour développer la carte sanitaire. Et nous pensons que vraiment ces éléments de consensus, de concertation vont continuer pour qu'on ait vraiment une carte qui réponde aux besoins tels qu'on l'a programmé. Donc voilà ce que j'allais dire et merci par rapport vraiment à l'organisation de ce type de rencontres qui permet d'échanger et de voir vraiment de pouvoir exporter des exemples, comme par exemple le cas du Niger, si c'est une école, ou si on a encore d'autres pays qui ont atteint un certain niveau. Vraiment, c'est un endroit qui permet vraiment d'échanger entre les différents partenaires pour améliorer la santé des populations. Voilà, moi, ce que je tenais à dire par rapport. Et merci pour l'initiative vraiment de cette rencontre. Voilà, merci encore. Ok, très bien. Moussa, allô, j'ai un écho. Vous m'entendez? Comment? Allô? Oui, j'avais un écho. Avant qu'on clôture, je pense qu'il y a un ou une de vos collègues qui m'écrit à moi, mais donc du coup, je souhaiterais lui faire qu'elle partage son message à l'ensemble des participants également, si elle peut parler, cette personne, parce que j'ai ouvert son micro. C'est un ou une de vos collègues, je ne sais pas qui. Il y a un problème, on ne vous reçoit plus. Ah, ok. Donc, on va donc s'arrêter là, alors, dans ce cas-là. Je pense que vous avez dit l'essentiel. Je voulais également tous vous remercier. Je pense qu'on a eu des échanges très riches et j'espère que les participants qui venaient de pays assez variés, que ce soit le Sénégal, le Burkina Faso, la RDC, j'espère que vous avez été enrichis et que ça pourra vous inspirer et que vous pourrez faire également des retours sur cette carte sanitaire en fonction au Niger. La documentation vous sera partagée d'ici la fin de la semaine, à savoir le lien de la vidéo YouTube et également la présentation PDF. Donc, rassurez-vous. Je vous remercie. Bonne journée. À bientôt.